parle pas. Je sais pas. Non, mais elle va parler. Oui. Voilà. Donc, qui fait partie de la... Qu'est-ce qu'il y a? Parlez fort, parce que Qui madame... fait partie de la congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne Andy-Touret. Oui, il faut avoir aussi. Voilà, et qui sont bien connus sur Nice, à cause en particulier de leurs écoles, Fourneau économique. Et du fourneau économique. Voilà, mais je te laisse parler de tout ça pour que nous découvrions au-delà des activités votre fondatrice, sa spiritualité et comment elle vous fait vivre aujourd'hui. Merci d'avance. Merci. On laisse partir la bonne chaleur. Alors, je suis Monique, savoyarde d'origine, à Nice depuis 3 ans. Très heureuse d'être à Nice. D'abord parce que je suis envoyée au fourneau économique. Tout le monde connaît le fourneau économique de Nice. Non. C'est rue Badin, qui accueille 4 jours par semaine environ 150, 160, 170, voire 180 personnes sans domicile fixe, dont une trentaine environ de dames. Et tout le reste, c'est des messieurs de toutes les nationalités possibles et imaginables. Dans ma jeunesse de vie religieuse, je suis infirmière. Je suis restée un petit peu en Savoie, Haute-Savoie. Mais ensuite, j'ai travaillé 15 ans en Algérie, dans un hôpital à 100 km d'Alger, près de la mer. Tipaza, pour s'il y en a qui connaissent l'Algérie. Tipaza, je connais. À côté de Tipaza, voilà. Et je suis revenue en France pour un service de congrégation pendant 20 ans. Voilà, en gros. Les Sœurs de la Charité sont à Nice depuis 1887. Elles ont été appelées au départ ce qu'on appelle maintenant le CCAS, le Centre communal d'aide sociale. Avant, c'était le bureau d'aide sociale, et avant, il y avait encore un autre nom. Elles sont arrivées au bureau d'aide sociale pour différents services. Elles remplaçaient les filles de la charité qui étaient parties. Alors, il y avait des pharmaciennes, des infirmières, des éducatrices, des lingères, et il y avait en plus 2 ou 3 sœurs qui faisaient les enquêtes sociales dans les maisons, dans les ménages, dans les foyers, pour savoir qui avait vraiment besoin d'aide. Alors, ça a évolué un certain temps comme ça. Ensuite, nous avons été appelés dans les foyers logements, à Gambetta, Fontaine-de-Ville, Fornero, Saint-Roch, etc., au Montboron, pour les enfants qui étaient abandonnés. Nous avons aussi une école, qui est l'école Regina, avenue Georges V, et par l'apport d'une congrégation qui a fusionné avec nous, l'école Sainte-Thérèse, avenue Revelli. Et maintenant, si nous étions 70-80 il y a quelques années, maintenant nous sommes 4. Et nous habitons en Regina, mais nous intervenons très peu à Regina, sauf pour la catéchèse, Sœur Marie-Madeleine. Sœur Marie-Madeleine qui est également l'accueil de nuit des femmes dans le Vieux-Nice, là, rue du Sénat. Sœur Anne-Marie et moi, nous sommes au Fourneau. Et Sœur Irène, elle fait le lien avec la paroisse. On a souvent recours à elle pour différentes choses. Alors, je vais essayer de vous parler de Jeanne Antide, de la vie de Jeanne Antide. Ça nous laisse parfois un peu interrogatifs parce qu'elle a eu une vie très tourmentée. On se demande comment elle a pu faire vivre tout ça avec sérénité, sans se laisser submerger par les doutes, la peur, les contradictions, l'exclusion, les magouilles de toutes sortes, même venant des personnalités ecclésiastiques. Elle est née à Sancey, c'est un petit village du Doubs, environ à 50 km de Besançon. Elle était la troisième enfant d'une fratrie de 6. Elle est née donc en 1765. Elle avait une santé très fragile. En 1781, sa mère meurt. Elle devient mère de famille. Elle a 16 ans, elle va l'être pendant 6 ans. Mais Jeanne Antide avait un désir de se donner au Seigneur
Elle hésitait entre la vie active et la vie contemplative. Finalement, elle opte pour la vie active et elle rentre chez les Filles de la Charité à Paris en 1787. Elle a 22 ans. C'est vraiment une nouvelle vie pour elle, même si son père voulait la marier. Elle a décidé, elle n'aime pas qu'on interfère dans ses décisions. Et ça sera un peu tout le long de sa vie. Elle prend l'habit en 1788 et part dans différents hôpitaux parce qu'elle est infirmière, elle a été formée comme infirmière. En 1792, elle est à Bray-sur-Somme et à ce moment-là, les autorités civiles imposent le serment de la constitution civile du clergé. Elle refuse de signer, elle reçoit un coup de crosse dans les côtes qui la mettent bien malade pendant au moins 6 mois. On se demandait si elle n'allait pas mourir. Mais elle se remet. Cependant, il y a la dissolution des congrégations. Elle revient à Sancerre, dans son village, où on l'accueille à bras ouverts parce qu'il n'y avait plus rien pour les enfants, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de prêtres. Elle revient à Sancerre, il y avait beaucoup de malades, il y avait des épidémies. Elle visite les prêtres qui étaient cachés dans des grottes. Elle leur amène le repas, mais elle leur amène aussi les vêtements liturgiques pour célébrer les hosties, le vin, etc. Au risque de sa vie, elle le fait la nuit. Mais elle a toujours ce désir de vie religieuse et elle part avec une de sa sœur, Jeanne Barbe, en 1795. Elle part dans une congrégation, la doctrine chrétienne du Père Receveur, mais qui était déjà exclue, qui était partie, elle était en fuite, et tous les membres de cette communauté se sont retrouvés au Vègre, c'est dans le canton de Fribourg, en Suisse. Elle les a rejoints là, elle rejoint sa sœur, Jeanne Barbe. Mais ils sont expulsés de Fribourg et ils partent sur les routes avec des diligences. Ils partent vers la Bavière. Ils s'arrêtent à Einsiedeln, je ne sais pas si vous connaissez ce sanctuaire marial bénédictin, très beau, très en Suisse. Ils passent à Constance, à Badenhausen, Ratisbonne, Passau, Salzbourg, Neustadt, Gießen. Et elle est chargée des malades. Cependant, les gens de cette communauté trouvaient qu'elle se donnait vraiment trop de peine pour soigner les malades et qu'il fallait laisser faire le bon Dieu, ce n'était pas nécessaire de donner des médicaments. Elle était très contestée. Elle ne trouvait pas sa voie dans cette communauté. D'autre part, le fondateur, le Père Receveur, était toujours ailleurs que là où il aurait fallu qu'il soit. Il y avait une grande désorganisation dans la communauté. Elle décide de partir. En 1787, elle part. Elle fait le chemin inverse en plein hiver. Elle part à pied, sans passeport, sans argent, sans connaître la langue. Elle part à pied, elle refait ce chemin en se trompant parfois, mais elle a toute confiance en Dieu. Et elle arrive de nouveau à Einsiedeln, ce sanctuaire marial, où elle se confesse à un moine qui lui dit « La volonté de Dieu, c'est que vous retourniez en France. » Elle repart, et le 24 juin, elle arrive dans un petit village à la frontière franco-suisse. Elle a fait environ 600-700 km à pied en 3 mois. Il fallait le faire. Jeanne Antide frappe à la première porte venue parce qu'elle était épuisée. Une personne l'accueille, c'était l'institutrice du village, et cette institutrice, elle voit un signe de la Providence parce qu'elle devait s'absenter. Elle ne trouvait personne pour la remplacer, et Jeanne Antide va la remplacer, je pense, 1 mois ou 2, mais pas trop longtemps. Au mois de juillet, donc elle arrive au mois d'avril, au mois de juillet, non, au mois de juin, au mois de juillet, vous voyez, elle n'a pas remplacé longtemps. Il y avait dans ce village des prêtres de Besançon qui avaient fui la Révolution
et qui prennent connaissance de sa présence par l'intermédiaire du curé du village. La Suisse était libre. Et il la convoque en lui disant « Retournez en France, nous allons y retourner, et vous ferez ce que vous avez appris chez les filles de la charité. Vous vous débrouillerez très bien. » Elle dit « Mais moi, c'est moi qui ai besoin d'être formée, je ne peux pas former les autres, c'est pas possible. » Il lui dit « Si, il suffit d'avoir du courage et la mémoire, et il paraît que vous en avez. » Mais elle avait fait vœu de ne plus rentrer en France quand elle est partie dans la congrégation du Père Receveur. Et le prêtre qu'elle a rencontré lui dit « Non, non, vous pouvez faire beaucoup de bien dans votre vocation et avec les moyens que Dieu vous a donnés. » Donc Jeanne Antide part. Elle part en France par la montagne pour toujours ne pas se faire repérer. Elle part le 15 août et elle arrive en Franche-Comté, dans son village, mais pas pour longtemps, parce que la Révolution se réveille, comme on le sait, et 10 jours après, elle repart. Elle repart dans un autre village où elle va se cacher pendant un certain temps, long, 9 mois, où elle sera un peu recluse. Elle a le temps de prier, elle a le temps quand même de faire du bien, de soigner autour d'elle, mais très très discrètement. Elle revient, elle peut revenir, elle retrouve sa liberté grâce à un membre influent du comité révolutionnaire de Sensey qui s'était rendu compte qu'elle manquait à Sensey et que le comité précédent avait exagéré à son égard. En 1799, donc ça c'était en 1797, en 1799, elle se rend à Besançon pour acheter des médicaments. Elle va rencontrer les prêtres qu'elle avait rencontrés en Suisse et qui lui disent, ils lui demandent d'ouvrir une école gratuite pour les filles à Besançon, ce qu'elle fait en avril 1999. Et c'est le début de la congrégation en France. Des filles la rejoignent très rapidement. La première est Anne Bon. D'autres jeunes arrivent, entre autres Anne-Marie Javouet, qui deviendra plus tard la fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elle ne restera pas longtemps avec Jeanne Antide, parce que Anne-Marie a un autre projet, et Jeanne Antide le comprend très bien. Jeanne Antide, en 1800, ouvre un bouillon pour les pauvres. C'est l'ancêtre de nos fourneaux économiques. Il fonctionne à l'aide de dames charitables. C'est une grande aide, précieuse, mais qui sera source plus tard de bien des ennuis. Et il faudra, de la part de Jeanne Antide, beaucoup de patience pour remettre les choses au point et régler les problèmes. En octobre 1800, elle a 4 filles qui font une retraite et elle leur partage pour la première fois ce qu'elle a appris de la règle de vie de Saint Vincent de Paul, qu'elle a retenu par cœur. Il n'y a pas de costume religieux, simplement les jeunes portaient les vêtements qu'elles avaient apportés de chez elles et elles portaient un petit crucifix à l'intérieur de la maison seulement. Jeanne Antide devient donc formatrice. Elle prend le temps avec les filles pour visiter les malades pauvres, les soigner, faire des saignées, apprendre à faire les onguents, les pommades, etc. Et elle nous dit en même temps que je formais mes filles à la vie active, je les formais aussi à la vie contemplative. Celle-ci devait soutenir l'autre et sanctifier celle-là. À ce moment-là, elle apprend avec un peu de trouble que les Sœurs de la Charité de Paris, les vraies filles de Saint-Vincent de Paul, se rétablissent. Elle s'interroge, devait-elle les rejoindre parce que sa congrégation, disons, entre guillemets, était naissante, elles n'étaient pas nombreuses.
Elle en parla au supérieur ecclésiastique qui lui répondirent qu'elle n'avait aucune obligation de retourner à Paris, qu'il fallait rester ici, parce que ces messieurs pensaient bien à leur diocèse et au bien que Jeanne Antide pouvait faire dans leur diocèse. Elle écrit une règle de vie, parce que malgré toutes les recherches faites par les vicaires, les prêtres qui l'avaient invité à revenir à Besançon, on n'a jamais retrouvé une règle de Saint Vincent de Paul. Ils demandèrent à Jeanne Antide d'en composer une. Elle la compose facilement parce qu'elle la sait par cœur, mais elle est aidée pour la troisième partie par l'abbé Figeant, parce que les deux premières parties, c'était les vœux, c'était la vie communautaire, etc. Mais la troisième, c'était le fonctionnement de la congrégation. Et l'abbé Figeant l'aide un petit peu à composer cette troisième partie. Elle ne la montre pas tout de suite aux évêques de Besançon parce qu'elle craignait un peu les réactions. Elle ne donnait pas la supériorité totale à l'évêque de Besançon. Et ça allait faire beaucoup de problèmes par la suite. À ce moment-là, elle reçoit aussi une lettre du préfet du Doubs qui lui demande de prendre en charge la prison de Bellevaux. La prison, c'était beaucoup dire. Il y avait tous les mendiants, les prisonniers, les femmes, les hommes, les enfants qui suivaient les mamans, etc. Et elle accepte. Elle accepte de prendre en charge cette prison de 500 personnes. C'était quelque chose de très terrible. C'était plus une maison de force et de justice qu'autre chose. L'antichambre de l'enfer, disent certains. Rien n'était organisé, rien n'était contrôlé, et les autorités de la ville n'osaient plus y rentrer. Même les prêtres qui y allaient n'étaient pas sûrs d'en sortir vivants. Personne n'aurait été étonné si Jeanne Antide avait refusé, mais elle accepte. Elle n'avait pas peur. C'est le 23 septembre 1802 que le préfet de Besançon présente les filles de Jeanne Antide aux 500 détenus de Bellevaux. Elles se mirent au travail très rapidement et, pour combattre l'ennui des prisonniers, souvent source de désordre, elles confient des tâches aux détenus, ce qui ne s'était jamais fait, avec des horaires, des temps de travail, de repos et de prière. Les repas étaient composés de soupe de légumes et améliorés, à présent avec la présence des sœurs, d'une portion de viande le dimanche. Ils faisaient aussi des travaux de tissage et de filature, ce qui apportait un peu d'argent, dont le tiers allait aux détenus. Elle créa aussi une classe pour les enfants de détenus. Mais les anciens gardiens qui avaient été évincés ne voyaient pas ça d'un bon œil. Et ils essayent de mettre la pagaille, mais tout se calme assez rapidement. Et les ennuis reviendront plus tard, par des personnes qui, en principe, auraient dû l'aider, entre autres avec M. Backhoff, qui était un des prêtres de Besançon. Elle revêt l'habit, et c'est un grand événement pour nos sœurs, l'habit gris. Je ne sais pas si les sœurs, les gens qui habitent Nice ont connu les sœurs ici autrefois. Il y avait encore sœur Olga qui l'avait. Oui, mais c'était encore un autre habit. Ah oui, d'accord. Oui. C'est vrai, il n'y avait plus, la cornette. Voilà. C'est à ce moment-là que Jeanne Antide ouvrit des maisons hors de Besançon, à Beaume, à Verchelles, à Baume-les-Dames, à Versailles et en Suisse. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. M. Backhoff, qui demeurait très irrité de la décision de Jeanne Antide de donner la charge de supérieur aux archevêques successifs, cherchait à l'évincer de la direction des sœurs, même si celle-ci lui demeurait soumise en tout. Il se mit à lui faire des reproches injustifiés
Et pendant ce temps, la première fille, sœur Anne Bon, tentée par l'orgueil, un peu la jalousie, l'ambition, elle devient l'alliée de M. Bacoff, qui tenta de se servir d'elle pour évincer Jeanne Antide. Il essaya plusieurs stratégies, mais elle sut les déjouer tout en restant dans la vérité et la justice. Il demanda même à Mère Touret, appelons-la comme ça, puisque c'est Jeanne Antide Touret, de lui promettre obéissance, ce qu'elle refusa. Jeanne Antide fut convoquée par l'archevêque. Et elles pensèrent à ce moment-là que c'était bon de présenter la règle de vie qu'elle avait écrite de son propre cœur, surtout de son cœur. Elle retenait ce qu'elle avait vécu chez les filles de la Charité, bien sûr. L'archevêque comprit et rassura les deux sœurs, leur déclarant que le bon Dieu était là, qu'il saurait bien arrêter M. Bacoff et qu'elles reprennent leur service à Bellevaux tranquillement. Et il vint à Bellevaux, la prison où elles étaient, et rassura toutes les sœurs. Je suis votre supérieur immédiat, et Madame Touret, il l'appelait Madame Touret, qui est votre bonne mère et votre supérieure légitime, vous la respecterez et lui obéirez en tout. Après cette visite, sœur Marie-Anne Bon, qui l'avait pleura beaucoup, mais Jeanne Antide la traita charitablement. Elle la garda dans sa communauté. Une autre sœur qui avait pris le parti de sœur Marie-Anne Bon s'en alla dans sa famille au bout de quelque temps. Apparemment, le père Bacoff ne revient pas et laisse Jeanne Antide un peu seule. Elle décide à ce moment-là, ce qu'elle n'avait pas encore fait, de soumettre la règle de vie à l'archevêque. Celui-ci donna une approbation définitive par écrit. Elle la fit imprimer à ce moment-là en plusieurs exemplaires. Et c'est par un bonheur qu'elle prend cette décision, parce qu'en 1807, Jeanne Antide est convoquée par Madame Laetitia, la mère de Napoléon, à un chapitre général à Paris. Un chapitre général qui est tenu par le ministère des Cultes. Elle partit à Paris en 1807. Quand elle arriva, on lui dit que la réunion était prévue que dans 18 ou 20 jours, mais elle ne s'affola pas. Elle décida d'employer ce temps pour écrire les principes de l'Institut, le nom d'établissement, les sœurs, etc. Ce document lui servit beaucoup par la suite. Elle en remit plusieurs exemplaires aux autorités avec la règle de vie qu'elle venait d'imprimer. On était enchantés et on admirait cet institut. Mais personne ne savait pourquoi Napoléon, par l'intermédiaire de sa mère, avait convoqué ce chapitre. On pensait que c'était pour approuver les instituts existants en France, mais certaines personnes pensaient aussi que c'était pour opérer une certaine sélection. Commençait à trouver qu'il y en avait trop. Jeanne Antide reçut quelques informations qui la mirent dans l'inquiétude. Mais elle remit le sort de son institut au Seigneur. Le chapitre s'ouvrit le 27 novembre 1807 dans la chapelle des Tuileries. Une difficulté l'attendait parce que, en réalité, la supérieure des filles de la Charité prit la parole, reprochant aux filles à Jeanne Antide d'avoir donné le nom de fille de Saint-Vincent de Paul à son institut, alors que c'était le nom des sœurs de la Charité, des filles de la Charité de Paris. Jeanne Antide donna des explications, tout se calma et un jour avant la fin du chapitre, cette supérieure vint s'excuser vers Jeanne Antide.
à la fin du chapitre, une médaille fut remise à chaque supérieur sur laquelle était gravé le nom de l'Institut. Elle reçut aussi, Jeanne Antide l'a reçue, elle reçut aussi l'assurance de recevoir annuellement du gouvernement 12 000 francs. En réalité, elle ne reçut que 8 000 francs et une maison, mais la maison ne fut jamais donnée. Avant de quitter Paris, elle eut l'occasion, au cours de nombreuses séances, de retrouver donc la supérieure des filles de la Charité de Paris, qui s'excusa. Et Jeanne Antide répondit « Soyez tranquille, j'oublie tout. Mais vous saviez que c'était mes ennemis qui écrivaient tant de choses. J'aurais été bien aise de le savoir pour vous détromper par la vérité. » Les ennemis, en réalité, c'était les vicaires de Besançon. Mère Thouret rentra à Besançon, elle continua à former ses filles, elle ouvrit des établissements hors du diocèse de Besançon, à Lyon, Autun, Strasbourg, Chambéry et en Suisse. À la fin 1809, l'administration de l'hôpital de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, demande des sœurs, et Mère Thouret envoie 5 sœurs. En 1810, ce fut une année importante pour l'Institut. Madame Laetitia avait un penchant pour Jeanne Antide et Napoléon voulait envoyer des sœurs à Naples. Et finalement, Madame Laetitia envoie la lettre à Jeanne Antide et Jeanne Antide part le 3 octobre à Naples pour ouvrir une maison qui existe toujours, la maison de Regina Cheli, et pour aller soigner les malades dans l'hôpital voisin, tout à fait voisin. Donc, elles partent le 3 octobre, elles partent à 6 sœurs. Elle part aussi avec une nièce, toute jeune, sœur Colombe, qui va mourir quelque temps après à Naples. Jeanne Antide avait une institution qui se formait à Besançon, une congrégation qui prenait de l'élan, et elle part à Naples. C'était quand même un petit peu dangereux. Elle pensait y rester peu de temps, mais en fait, elle va y rester 10 ans. Alors, le courrier fonctionnait très bien à cette époque. Elle savait tout ce qui se passait à Besançon, et elle avait quand même quelques bonnes raisons de se dire que tout allait bien. Seulement, voilà, il arrive un nouvel archevêque, Monseigneur de Précidy, qui n'apprécie pas beaucoup que la fondatrice soit partie, et il préfère garder les sœurs dans son diocèse. Il y avait toujours une intrigante, une sœur, donc Marianne Bon, qui était là pour marcher dans la combine. Il la confie dans sa charge et il nomme d'autres sœurs conseillères, une maîtresse et novice. Il n'envoie pas au début ses intentions à Jeanne Antide, il lui envoie ses intentions à la fin, simplement pour l'informer. C'est tout. Pendant ce temps, Jeanne Antide a fait reconnaître sa règle de vie au pape Pie VII, où il apporte quelques modifications. Entre autres, on ne faisait plus vœu d'obéissance au révérend Père supérieur, mais à Monseigneur l'archevêque de chaque territoire où les sœurs étaient. Et il était interdit aux évêques, aux archevêques, d'apporter des modifications à la règle de vie, et ceci pour sauvegarder l'unité de la congrégation. De plus, le nom fut changé aussi, et devint Sœur de la Charité sous la protection de Saint Vincent de Paul. Le 16 juin, la règle fut soumise à l'approbation de Pie VII, qui la ratifia le 23 juillet. Jeanne Antide est pleine de joie, elle écrit à ses sœurs de Besançon une circulaire où elle les informe
Elle informe aussi le nouvel archevêque, Monseigneur de Pressigny. Mais fort de cette nomination, non, pardon, je me trompe, je dépasse. Le 6 novembre, Monseigneur de Chaffois, qui avait été nommé supérieur par Monseigneur de Pressigny des Sœurs de la Charité, envoie une lettre à Jeanne Antide où il lui dit ceci: « Je défendrai que vous soyez reçus, même pour un seul jour, dans les maisons des Sœurs de la Charité de Besançon. » Il lui déclarait de préférer la stabilité à l'innovation. La réaction des sœurs est différente suivant les diocèses. À Besançon, la grande majorité attendait tout bonnement l'arrivée de Jeanne Antide. Par contre, en Suisse et dans les autres diocèses de France, la supérieure demeurait aussi Jeanne Antide. Elle envoie une supplication à l'archevêque de Besançon, mais Monseigneur de Pressigny, qui avait eu quelques difficultés avec le pape et qui restait très gallican, n'était pas disposé à accueillir les modifications demandées par Rome. Elle se tourna vers la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers pour expliquer la situation, et de nouveau Pie VII confirme l'approbation de la règle. Jeanne Antide part de Naples en 1821. Elle s'arrête à Rome parce qu'elle était fatiguée. Et à ce moment-là, en août, Monseigneur de Pressigny, l'archevêque de Besançon, prononce un décret d'interdiction, et sœur Catherine Barrois, qui la communique à Jeanne Antide, c'est sœur Catherine Barrois qui la communique à Jeanne Antide, et il lui interdit de se rendre dans ses communautés, les communautés de son diocèse. Jeanne Antide arrive à Besançon, elle n'est pas reçue. On lui ferme la porte. On ne lui ouvre même pas la porte. Elle se rend à Paris pour une rencontre avec le nonce. Elle essaye de rencontrer à Paris Monseigneur de Pressigny, l'archevêque de Besançon. Une rencontre très douloureuse, sans résultat. Et le nonce lui conseille de rentrer à Naples. Jeanne Antide quitte Paris et se rend dans les communautés de Villecerf, de Langres et de Vesoul, de Sancerre chez elle, mais Langres et Vesoul, Villecerf n'étaient pas dans le diocèse de Besançon, donc elle pouvait y aller, elles étaient restées fidèles. Elle passe aussi à Thonon-les-Bains, en Chablais, et elle reprend la route de Naples. Et il semble qu'elle repart avec 6 sœurs de Savoie pour une fondation à Verchelles, dans le Piémont. Par la suite, pas moins de 120 sœurs partiront de Savoie pour les hôpitaux de Modène, de Turin, de Verchelles et de Naples. Il n'est plus question de Besançon en ce moment. Jeanne Antide rentre à Naples. Elle écrit un mémoire de pure vérité pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Elle nomme en Savoie une première supérieure provinciale, je dirais, sa représentante en Savoie, qui n'était pas française, qui ne dépendait pas de Besançon. C'est sœur Victoire Barthélémy. Mais celle-ci doit prononcer ses vœux avant d'être nommée supérieure. Jeanne Antide est très fatiguée. En août, elle fait une hémorragie cérébrale. Elle meurt en 1826. Elle est proclamée bienheureuse en 1926 et canonisée en 1934. L'unité avec Besançon se fera seulement en 1950. Et là, il y a eu des essais avant, mais ça n'a jamais abouti. Il y a eu un longtemps d'oubli jusqu'en 1880. Ce n'était qu'apparent comme oubli, mais à partir de cette date, il y a eu beaucoup d'efforts de fait
pour l'Union. En 1969, c'est la première supérieure générale est une sœur de Besançon. Mais ça a été un moment très dur à vivre pour Jeanne Antide, et même après pour les sœurs, parce qu'on sentait très bien que les sœurs étaient à Besançon, c'était nos sœurs, on vivait de la même règle de vie, et on ne pouvait pas trop communiquer encore à cette époque. Voilà pour la vie de Jeanne Antide qui était bien bousculée quand même. Sa spiritualité, elle n'a pas écrit de traité de spiritualité, sachant que la vie spirituelle est une vie dans l'esprit, sous la conduite de l'esprit avec lui. C'est une vie de chaque jour. Jeanne Antide connaît bien l'Évangile, mais elle sait aussi que l'on aime avec des actes et non avec des paroles et de belles intentions. Elle a été formée par les filles de la charité. L'influence de la pensée et de l'œuvre de Saint Vincent de Paul est certaine dans sa vie, puisque depuis cette règle de vie, nous faisons aussi 4 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et service des pauvres. Saint Vincent de Paul a fait partie à un moment de l'école française de spiritualité, mais de façon très spontanée et pas longtemps. Jeanne Antide a aussi côtoyé les jésuites, parce que les pères, les vicaires généraux de Besançon étaient de formation jésuite. Elle a vécu cette expérience nomade dans la congrégation de la retraite chrétienne, où elle n'est restée qu'un an et demi, mais elle vivait selon son cœur aussi, pauvre et humble. Ça, c'était très fort chez elle. Une autre source où on peut deviner sa spiritualité, c'est les lettres qu'elle écrivait à Monseigneur Narny, un évêque de Naples. Et les lettres, nous ne les avons pas, mais nous avons les réponses. Et c'est très fort pour la congrégation. Donc, elle ne nous a pas écrit de traité de vie spirituelle. Cependant, ce qui marque sa vie, c'est la recherche constante de la volonté de Dieu, qui la conduira dans ses discernements et ses décisions. Elle nous dira, en tout, j'ai pris conseil de Dieu, du temps des événements. Aujourd'hui, nous dirons qu'elle a su lire les signes des temps. Et c'est aussi que la volonté de Dieu s'exprime par les supérieurs, qu'ils soient les représentants de l'Église, comme sa rencontre avec un moine à Einsiedeln, qui est une grande basilique tenue par les bénédictins, mais aussi avec les prêtres de Besançon. Et avant de répondre à Madame Laetitia, qui l'envoie à Naples, elle prend conseil près de l'évêque. Elle ne néglige pas non plus les requêtes de l'autorité civile. Mais c'est Dieu seul qu'elle veut servir, et Dieu seul deviendra le mot de ralliement d'ailleurs de toute la congrégation. Confrontée à l'athéisme, à la persécution, elle est prête à donner sa vie. C'est Dieu seul que je dois craindre. Les hommes peuvent menacer et tuer sur mon corps, ils ne peuvent m'ôter la vie de l'âme. Je serai heureuse d'être martyre, dit-elle, devant le tribunal révolutionnaire lorsqu'elle est à Sancey. C'est Jésus-Christ seul que nous avons suivi, c'est lui seul que nous voulons toujours suivre. C'est aussi dans sa recherche de l'union à Dieu qu'elle puise son énergie. Jeanne Antide a vécu la solitude. Dans la recherche de sa vocation, elle pensait au Carmel au départ. Et c'est sans doute de cette première intuition qu'elle garde une grande estime
de la solitude, du silence, de la prière. Pour nourrir sa foi, la prière lui donne le courage d'affronter les oppositions et même l'exclusion. Comme formatrice, Jeanne Antide dira « En même temps que je formais mes filles à la vie active, je les formais aussi à la vie contemplative pour soutenir et sanctifier l'active. Et aussi, remplissez vos âmes des semences de la grâce. » Dans sa circulaire, Jeanne Antide écrivait beaucoup de circulaires à la congrégation. Elle écrit « C'est Jésus seul que nous avons toujours suivi, partout et lui seul que nous voulons toujours servir. Ne regardons que lui, ne pensons qu'à lui. » La contemplation de la croix lui donne force et persévérance pour avancer. C'est au pied de Jésus crucifié que je puisse toute la force dont j'ai besoin. C'est pour lui et pour mon prochain que je souffre. Pour garder l'espérance, lorsque tout pourrait s'écrouler, elle garde confiance et s'abandonne à la providence. C'est en toi seul, mon Seigneur et mon Dieu, que j'ai mis toute ma confiance et mon espérance, écrit-elle dans une prière qu'elle a composée au plus dur moment de sa vie et qu'elle portait sur elle. Pour vivre la charité, Jeanne Antide reste très marquée par la formation reçue chez les filles de la charité. Le service des pauvres est son premier souci. Nous faisons donc le 4e vœu de service des pauvres. Elle fera tout pour défendre leurs droits. Elle invite ses filles à découvrir le visage du Christ chez le pauvre, à travers son silence, le silence où il se tient. Elle leur apprend à courir au secours de l'indigent. Il n'y a aucune infirmité à laquelle la charité ne puisse porter secours et compassion. On reste aussi frappé par l'humanité de Jeanne Antide et son bon sens. De même son sens de l'homme, de tout l'homme, de la dignité de chacun, du pauvre, en qui, à la suite de Saint Vincent, elle reconnaît les membres souffrants qui sont nos frères. Cette extrême sensibilité aux pauvres, elle l'a acquise par expérience personnelle, par sa contemplation du Christ sur la croix. Elle s'est approchée le pauvre avec simplicité, dans une attitude juste, sans jugement, avec beaucoup de tendresse, de respect, de bienveillance. Elle enseigne aussi à ses filles que seule l'humilité et le renoncement sont les bases d'une authentique charité, en communauté comme dans le service. Elle sait aussi pardonner et faire miséricorde. Notre évêque, Monseigneur Marceau, nous disait à la messe de clôture de l'année jubilaire que c'est en contemplant le visage de Jésus qu'on comprend la miséricorde. Et en entendant ces paroles, j'ai pensé à Jeanne Antide, car elle avait une grande dévotion à l'adoration de la croix, et c'est là qu'elle a puisé la force de pardonner, de faire miséricorde. Elle s'est pardonnée quand elle quitte la congrégation du Père Receveur. Elle s'est pardonnée aux prêtres qui cherchent à l'exclure et qui détournaient l'argent destiné à l'aider pour mener à bien le projet de réhabilitation de la prison de Bellevaux. Elle s'est pardonnée aux gardiens et aux geôliers de cette même prison qui cherchent à déstabiliser son action. Elle s'est pardonnée également à sœur Marianne Bon, qui intrigue pour prendre sa place à la tête de la congrégation. Il a aussi fallu pardonner à Naples, à la personne désignée par l'autorité pour l'aider. Il veut contrôler tout ce que fait Jeanne Antide et ce que font les sœurs, et il détourne de l'argent destiné à subvenir aux besoins de la communauté. Et enfin, pardonner aux sœurs et à l'évêque de Besançon qui lui refusent de rentrer dans sa maison, de revoir les sœurs. Jeanne Antide a toujours aimé l'Église et à la fin de sa vie, lorsque l'entrée dans les communautés du diocèse de Besançon lui est interdite, elle écrit aux sœurs « Je suis fille de la Sainte Église, soyez là avec moi ».
Elle disait aussi, je passerai les mers s'il le fallait. Elle ne l'a pas réalisé de son vivant, mais aujourd'hui, les sœurs, qui sont encore au nombre de 2000, sont dans 31 pays. Nous sommes bien conscientes, en Europe, que nos limites diminuent, mais la jeunesse est en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Alors il ne faut pas désespérer. Nous pouvons toujours être les instruments dans la main de Dieu. Il suffit de le laisser agir. Il peut tout. Et Jeanne Antide nous dit encore aujourd'hui, en avant et pour Dieu seul. Voilà, c'est un peu long sa vie, mais elle est tellement bousculée, tourmentée, que je ne pouvais pas trop faire autrement. La congrégation aujourd'hui, la congrégation, donc nous sommes environ 2000. En Europe, nos forces sont limitées. Nous cherchons à garder et même à promouvoir nos insertions au service des exclus, adultes ou enfants, en collaboration avec les associations caritatives, avec les Amis de Jeanne Antide, parce que nous avons environ 2200 Amis de Jeanne Antide à travers le monde, qui s'insèrent dans les activités des sœurs et qui nous aident aussi dans la réflexion. Des bénévoles nous rejoignent pour des actions ponctuelles ou pour une certaine durée. Nous mettons aussi notre espoir dans les associations mises en route par la congrégation ou par la province pour gérer et promouvoir nos œuvres selon l'esprit de Jeanne Antide. Par exemple, l'association des maisons de Jeanne Antide qui gère nos EHPAD, nous en avons plusieurs, en France. Et c'est un lieu, c'est une ressource pour nous. Nous travaillons avec les laïcs, bien sûr, et ça a l'air de prendre, de marcher. Sans oublier aussi les conseils de tutelle des écoles. Actuellement, la province d'Italie vit un important mouvement de restructuration. Il y avait 6 provinces, il n'y en avait plus que 3, bientôt il n'y en aura plus qu'une, et en attendant, la province Europe. Mais Jeanne Antide a aussi connu tous ces déplacements. En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, c'est dans ces pays que sont les jeunes. Notre présence aux pauvres, adultes ou enfants, est le principal critère de discernement pour les implantations. Voilà. Cela se caractérise par des œuvres d'éducation. Alors, les jardins d'enfants et les écoles primaires, dans les pays communistes, le Laos, le Vietnam, nous pouvons ouvrir des jardins d'enfants, nous pouvons ouvrir des écoles primaires, et c'est un espoir pour l'avenir. Au Laos, par exemple, nous avions de grandes écoles avant la Révolution. Mais après, il n'y a plus rien eu. Tout a été confisqué et maintenant, ça recommence. Et c'est même encouragé. Il faut l'accepter. Les foyers d'enfants ou d'adolescents en détresse. Les foyers pour étudiantes pauvres au Vietnam. Les soins aux malades dans les dispensaires et les hôpitaux. La congrégation a fait construire un hôpital au Cameroun qui fonctionne bien, avec des sœurs présentes, mais aussi beaucoup de laïcs. L'accueil des handicapés et la formation dans les écoles de santé. En Albanie, nous avons une école d'infirmières. La visite des prisonniers et la pastorale en prison. C'est très important pour nous. Jeanne Antide nous a donné l'élan en allant à la prison de Bellevaux et ça reste bien dans notre cœur et notre option. Bien sûr, la pastorale dans les paroisses, la formation des catéchistes, des agents pastoraux, ce qui nécessite un investissement important pour former les sœurs compétentes. Partout, nous sommes encouragés à être créatives, audacieuses pour vivre et travailler au service des pauvres, qui sont le visage de Jésus
cri. Pour être des femmes heureuses dans ce service, notre vie est alimentée par la prière, la vie communautaire fraternelle simple, où l'on peut vivre des moments de joie, de partage et aussi de miséricorde, comme Jeanne Antude a dû le vivre. Ce n'est pas toujours évident. Le partage de la parole de Dieu, la formation dans tous les domaines. Si nous voulons être crédibles, il faut être compétente. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La congrégation, si les bases sont solides et nos motivations claires, nous pouvons encore être audacieuses et créatives, même intrépides pour le service de Dieu et des pauvres. Et nos sœurs en Asie, par exemple, en Indonésie, sont intrépides. Au Laos, elles ont connu l'arrivée du communisme, la prison, tous les tracas que peuvent... et la spoliation de toutes les écoles, de tout ce qui pouvait exister. Maintenant, ça va. Voilà. Actuellement, la supérieure donc, de toutes les provinces, quelles qu'elles soient, est à Besançon. Est-ce que... Non, c'est où alors? À Rome. Elle est à Rome. Et qui est la supérieure? C'est une Française? C'est une Italienne? Une Italienne. Oui. Il y a eu des Françaises, mais c'est une Italienne. Actuellement, c'est une Italienne. Napolitaine. D'accord. J'ai une question. Là, tu as évoqué cette période douloureuse où Besançon était une enclave particulière. En fait, il y avait une autre supérieure générale pour Besançon. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais dans la tête des sœurs, elles avaient le désir, c'était uniquement par obéissance à l'évêque, ou bien est-ce qu'elles avaient, parce qu'elles auraient pu fonder du coup une autre congrégation carrément, elles sont restées fidèles dans leur cœur à Jeanne Antide? Alors, oui, je pense que dans leur cœur, elles sont restées profondément fidèles à Jeanne Antide, au départ tout au moins, parce qu'après, beaucoup de sœurs, depuis 1820 jusqu'à 1950, il en a passé des sœurs et des supérieures provinciales. Non, générales, elle était supérieure générale. Alors après, ça s'est estompé un petit peu, cette connaissance de Jeanne Antide. Mais il y a toujours eu quand même quelqu'un qui était là pour dire « Attention, nous sommes filles de Jeanne Antide ». Et elles avaient le même nom que l'autre congrégation? Alors non, elle s'appelait Sœur de la Charité de Besançon. Ah oui, d'accord. Oui. Maintenant, nous avons fait la fusion, ça fait 10 ans, la fusion des deux provinces de France, Savoie et Besançon. Et nous sommes les Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide-Touraine. Ah. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a quand même un autre style de vie, un petit peu. Et elles étaient nombreuses? Elles s'étaient cantonnées dans le diocèse de Besançon uniquement? Non, elles n'étaient pas. Elles ont ouvert au moment de la laïcisation en France, en 1901. Elles ont ouvert des communautés en Syrie, au Liban et en Égypte. Oui. Alors, elles sont restées ouvertes sur le Moyen-Orient. Nous avons la Savoie, qui n'était pas française. C'était bien. Comme Nice. Nice et la Savoie n'étaient pas françaises. Nous avons ouvert en 1930 le Laos. Et le Laos était la première ouverture sur l'extérieur. Elles ont été très, très fragilisées avec l'arrivée des communistes. Certaines ont été en prison, mais on s'en tire bien. Au Laos. Actuellement, vous dépendez, par exemple, toutes les Sœurs de France dépendent de la province de Besançon. C'est Besançon qui dit telle sœur doit aller à cet endroit. Oui. Depuis, nous avons fait une union, si vous voulez, et toutes les sœurs de Savoie et de Besançon sont unies. Et nous dépendons de Besançon. Non, nous sommes la province de France. D'accord. Et la supérieure provinciale, elle réside à Besançon. Ce qui est surprenant, je vois une espèce de lien
Jeanne Montille, tout à coup, on dit, elle s'en va avec 5 sœurs, avec 20 sœurs, à droite, à gauche. Ça naissait comme les champignons sous ses pieds. Et maintenant, je vois parfois que d'Asie nous viennent une flopée de 10 petites Vietnamiennes qui veulent rentrer dans la vie religieuse. On dirait une continuité, mais ça a basculé géographiquement. Alors voilà, les forces vives sont ailleurs, elles ne sont plus en Europe. Mais nous sommes les plus nombreuses en Europe. Même si au noviciat du Vietnam, elles sont 10, 12, 20. C'est impressionnant. C'est peu, hein, parce qu'il y a des congrégations où elles sont 60. Oh là là. Oui, mais ça vient de la persécution, alors, dans Oui. leur pays. Ah ben, parmi les jeunes conviction vietnamiennes, beaucoup ont des parents qui ont été tués pour leur foi. Oui. Ils sont très forts. mystérieux. Est-ce qu'en Afrique aussi, il y a beaucoup de vocations? Il y en a peut-être un peu moins en ce moment. Peut-être un peu moins. Mais ce sont les forces vives. En Oui. Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, c'est elles hein, qui... Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle a quitté les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul? Parce que moi, je connais beaucoup les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Oui, bien entre, sûr. Parce qu'il y elle a eu la dissolution des congrégations. Ah, c'est à cause de ça? Oui, bien sûr. Toutes les congrégations, toutes les sœurs sont reparties chez elles. Ah oui, c'est ça. la Oui. raison. Ah oui. À un moment donné, elle s'est posé la question, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Oui, tu l'as de dit. retourner, Oui, tu l'as dit. mais l'archevêque a dit non, non, restez là, parce que l'archevêque, lui, il voyait son diocèse, il ne voyait pas ailleurs. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure Olivier il parlait aussi du lien avec Saint-Vincent-de-Paul et c'est un peu la même époque. Enfin, elle est un peu avant. Oui. La Nantine Mouret, mais par rapport à Eugène de Masneau, ils ont vécu les mêmes Oui. périodes. Oui. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs entre ce que disait Olivier et puis ce que Nous travaillons en Indonésie, nous travaillons beaucoup avec les frères les Ouali. les Oblats, au Laos aussi. Alors il y a un petit espoir d'ouverture en Chine. Ça vient tout doucement. Parce que nous avons eu des Chinoises qui sont venues en Europe, qui nous ont demandé asile, qui étaient d'une congrégation qu'elles ont un peu lâchée. Mais nous avons eu aussi une sœur qui a osé partir en Chine toute seule, apprendre le chinois, et qui maintenant accueille... Une sœur vietnamienne ou française? de toute nationalité. Non, mais Non, c'est celle qui est partie en Chine. Une Française, non, une Italienne. En Italie. Une Italienne. Est-ce que vous avez des jeunes sur Nice qui se proposeraient de rentrer dans la communauté? Non. 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 À Nice, nous avons été très très nombreuses, puisque nous sommes présentes depuis 1887, je crois, au bureau d'aide sociale. Nous sommes venus remplacer les filles de la charité au bureau d'aide sociale, qui est maintenant le CCAS, où elles avaient la pharmacie gratuite, les services de visite à domicile pour les pauvres, la distribution des secours, et aussi les enquêtes. Elle faisait les enquêtes Vous avez vu ça? dans les familles pour savoir qui avait vraiment besoin d'aide, etc. Elle la ramenait. Il y a toute une... On a été à Nice jusqu'à 80 parce qu'il y avait le bureau d'aide sociale, il y avait les foyers logements de Fornero, de Fontaine-de-Ville, Gambetta, enfin plusieurs foyers de logement, l'école Regina, le Montmoron, nous étions nombreuses, et maintenant nous sommes 4. Actuellement, les gens qui viennent vous aider au fourneau économique rue Bada, je parle des laïcs qui viennent Oui. vous aider, viennent de quel endroit? De paroisse, de Saint-Vincent, Des paroisses, Paroisses, un surtout. peu partout, oui. Non, non. Nous avons le fourneau économique, parce que nous avons aussi reçu en fusion 3 congrégations. Les Sœurs de Digne, qui avaient le fourneau économique, et l'école Sainte-Thérèse. Nous avons reçu des sœurs
Sainte-Marthe de Périgueux. Sainte-Marthe, oui. Un an. Ça fera 2 ans en avril, je crois. Oui. Avril prochain. Voilà. Moi, je suis une pièce rapportée de l'ouest vers l'est. Voilà, on fait le. Périgueux. On se met, Sainte-Marthe, oui. on accepte. Qui avait l'école. Non, pas l'école. Sainte-Thérèse, c'est l'école Les Sœurs de Digne. Oui. À Périgueux, c'était plutôt le sud-ouest, mais on s'est unis à la congrégation de Jeanne Antide après 2-3 ans d'études, recherchant une congrégation où on avait nous aussi nos insertions. Oui. L'Argentine, l'Afrique, la France, bien sûr. L'Italie, c'était estompé. Qui j'oublie? C'est significatif quand on oublie quelqu'un. Angleterre, pourtant. Ah oui, Angleterre. My God. Voilà, oui. Et votre congrégation, elle avait La même, voilà, spiritualité, on a service cherché. des pauvres aussi. Voilà, oui, on a Les cherché la spiritualité qui correspondait un peu pour ne pas trop bouleverser les psychologies. C'est vrai que le transvasement dans une congrégation, on y retrouve certains repères et on en abandonne d'autres en découvrant d'autres. C'est très intéressant. Je suis en train de cogiter une mise à plat de mes découvertes, ou les abandons, ou les découvertes. Il y a du positif, on va pas dire négatif, le mot est trop fort, mais des changements. C'est pas facile de changer de congrégation. Puis c'est intéressant aussi parce qu'on découvre, ça renforce parfois certaines choses. Je suis en train de faire de la mise à plat de mes découvertes. Voilà. Oui, nous avons aussi reçu les hospitalières de Besançon, mais là, elles étaient voisines, elles étaient la même option, disons, le soin des malades. J'ai oublié l'Espagne, vous voyez, oui. Il faut que je me rattrape, je vais me racheter l'Espagne aussi. Sœur Olga, qui était un pilier du fourneau économique, est en Suisse maintenant. Oui, à Nice, elle était longtemps. D'accord. Le Japon est un pays dont on parle très très peu pour l'évangélisation. Je dis le Japon est un pays dont on parle presque pas. Oui, oui. Au niveau du déplacement des congrégations, des créations de maisons, oui. on n'en parle jamais. Oui. Le pôle Nord, la Russie, il y a plein de lieux. Mais... Oui. On parle du Vietnam, du Cambodge. Oui. C'est vrai que le Japon est vraiment oublié. Je pense que le Japon a ses congrégations. Sévères, oui, voilà. oui. Quand la Corée s'est ouverte, parce que les pères missionnaires de mission étrangère de Paris sont partis en Corée, ils étaient passés, c'est par le Japon qu'ils ont eu la connaissance de la foi chrétienne et qui sont partis, revenus en Corée. Oui. Ça a été un pont, le Japon, mais après tout a été fermé et verrouillé, et on ne parle plus jamais de congrégation. Mais elles sont nombreuses, les sœurs japonaises. Je crois qu'elles ont fondé peut-être leur congrégation, mais elles ont fondé aussi à partir de congrégations qui venaient d'Europe. Oui. Le Japon, c'est une île. Oui. Une idée insulaire. Il y a que ça, non? Et puis Non, la fermeture le christianisme n'arrive pas. Ça n'arrive pas à s'implanter. Le christianisme n'arrive pas à s'implanter. C'est très difficile. Il y a des congrégations. Les jésuites sont très présents. Oui. Il y a une très grosse université à Tokyo, mais ils n'arrivent pas. Il y a eu une histoire avec la Chine. Il y a eu une histoire avec la Chine d'implantation avec Matteo Ricci, etc. Il y a eu une histoire avec la Chine. Ça pourra, comme vous le dites, il faut être prêt parce que ça va redémarrer avec la Chine. Oui. Le Japon, il n'y a pas d'histoire, c'est très difficile, et il y a une présence extrêmement forte du shintoïsme. Et donc on ne passe pas facilement. Les missionnaires n'ont pas réussi à s'implanter. Il y a juste un petit... moi j'y suis allé, j'ai vécu un mois là-bas, j'ai rencontré pas mal de personnes. Les jeunes demandent, c'est très curieux, une célébration religieuse du mariage, par exemple, japonais.
parce que il y a, comme pour nos françaises, il y a les flonflons autour. Quoi. Voilà. Mais c'est pas ancré. C'est pas rentré. Non, c'est extrêmement difficile. En fait, alors que tout autour, oui, toute l'Asie a été... la Corée, voilà, le Vietnam, les Philippines, enfin toute l'Asie, il y a un gros foyer, là, mais le Japon est hermétique. Le Japon est hermétique. Culturellement, c'est très difficile. Ça remonte à longtemps. Mais il y a des présences, il y a des congrégations qui sont présentes, des petites choses, mais c'est hermétique. Et pourtant, il y a beaucoup en Europe quand même, donc il pourrait être s'éveiller un petit peu. Et dans l'histoire, il y a eu toute une période où le Japon était complètement fermé. D'ailleurs, vous disiez des missionnaires qui sont passés. Ah oui, les Coréens ont été, ils ont trouvé ce sont des missionnaires qui, je crois, se trouvaient, je ne me souviens plus exactement, qui se trouvaient au Japon et qui leur ont donné des livres religieux. Et c'est à partir de ces livres religieux que certains, des laïcs, ont pu évangéliser. Ce n'est pas des prêtres qui ont évangélisé la Corée. Ce sont des laïcs qui ont une connaissance, qui sont revenus du Japon avec des livres religieux qu'ils avaient eus, mais par quelqu'un de passage, après ça avait été très bref, et qui sont retournés en Corée, qui se réunissaient, qui ont fondé des communautés religieuses, qui ont étudié les évangiles, la Bible, à partir de ces livres. Et c'est après, alors ils ont été se former ensuite ailleurs pour devenir prêtres. Mais c'est amusant de savoir qu'en fait, ce n'est pas des religieux qui ont fondé l'Église en Corée. Et François Xavier fait cette expérience-là aussi. Il est allé au Japon, il n'a pas pu rester. Il est parti un peu avec le désir d'aller en Chine, mais il est mort. Les livres religieux sont arrivés, effectivement. Oui, c'est par les jésuites. Et qui sont passés ensuite en Corée. C'est par les jésuites. Voilà. Mais après, ça n'a pas duré. La Chine s'ouvrira plus vite. Les jésuites se préparent énormément, en particulier pour cette ouverture. Il y aura. Il y en a déjà. Vous parliez là c'est intéressant justement de ce déplacement et de la jeunesse avec l'Asie, avec l'Amérique latine en particulier et l'Afrique. Mais on voit bien dans l'histoire de l'Église, et très récente, ces déplacements. C'est pas pour rien si on a un pape latino-américain, et si peut-être pas le suivant, mais un des tout prochains sera asiatique. Un des tout prochains sera asiatique. Quand on voit l'importance de l'Église... C'est pas étonnant, la nomination des derniers cardinaux, le plus jeune cardinal est un asiatique. Ils sont préparés, il y a un déplacement de la pensée de l'Église qui est là, qui est très visible. C'est une récompense, parce que qui est très visible. Il faut être attentif à ça. Vos congrégations, justement, qui sont... ce qu'on a vu avec les OMI, avec Olivier, c'est qui sont présentes dans ces pays-là, sentent ça, ce déplacement voilà, non seulement de la population chrétienne, mais de la pensée de l'Église. Ça, c'est une grande ouverture. Oui. Comme l'Indonésie aussi, qui est un pays à majorité musulmane, mais il y a une attente. C'est le plus gros pays musulman. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Nos sœurs ont commencé en Indonésie sur l'île de Kalimantan. Et sur l'île de Kalimantan, c'est 50-50%. 50% de chrétiens et 50% de musulmans. C'est exceptionnel. Sur les autres îles, c'est l'islam, bien sûr. Mais il y a eu un gros travail des pères des OMI, ils ont beaucoup travaillé. Mais il faut le faire. Moi, j'ai visité mes sœurs plusieurs fois en Indonésie. Les pistes, il faut les faire. Et c'était encore les coupeurs de tête au début où elles ont commencé, nos sœurs en Indonésie. C'est dur. J'ai une question tout à fait de détail, mais je voudrais savoir pourquoi c'est Sœur Jeanne Antide Touret. Pourquoi il y a deux noms? Jeanne Antide, c'est son prénom. C'est son prénom, Jeanne Antide, c'est un prénom qu'on trouve dans le Doubs. Oui.
Oui, oui. Je pensais que c'était son nom de famille. Non, c'est Touret son nom de famille. D'accord. Oui. Jeannantide, c'était son prénom, Jeannantide. Jeannantide. Ça se donne aujourd'hui encore? Oui. En tout cas, en Haute-Savoie, on en a trouvé. Ah oui. Alors ça, Oui. Il y a une sainte Antide. Peut-être. Je ne sais pas si c'est une sainte ou un saint. C'est comme Irénée. Irénée, c'est bien Alors, sainte, il c'est faut pas dire une que sainte. la province de Vous, France, c'est maintenant, Irène. on est encore 200 et quelques, hein, mais elle a reçu en fusion les sœurs de Sainte-Marthe, les sœurs qui avaient l'école Sainte-Thérèse ici, les sœurs de Digne, oui, les sœurs de Digne, et puis la troisième, C'est hospitalière hospitalière de Besançon. les sœurs hospitalières de Besançon. Oui. Mais en France, ce qui nous tient, ce sont les maisons de retraite, les CEPAD, où nous essayons vraiment de travailler avec des groupes de laïcs. Nous ne travaillons pas toutes seules, parce que d'abord, il y a beaucoup de laïcs dans nos maisons de retraite, et nous essayons de garder l'esprit de Jeannantide, l'esprit de service, la simplicité quand même. Jeannantide, c'était fort chez elle. Et quelques services plus ponctuels près des pauvres, comme le fourneau économique à Nice. Il y a des fourneaux économiques ailleurs en France? En Besançon, qui fonctionnent un petit peu différent, enfin où nous sommes bien présents. Oui. Bon, il vous reste des questions? Bien, il nous reste à te remercier. Un grand merci. Je sais pas si Un grand j'ai merci. dire quelque Non, chose. Alors, habituellement, pour ce genre